Notre série d'émissions sur le marché des comics, nous allons nous intéresser à un sujet qui va certainement diviser, mais en tout cas qui va poser des questions et qui va amener des réponses, je l'espère, et j'attends de vous de la bienveillance dans les commentaires, des commentaires constructifs, et peut-être me poser ou nous poser des questions qui feront évoluer le débat. Si je vois dans les commentaires des choses racistes, sexistes et qui n'iraient pas avec nos idées, eh bien je pense que les personnes seront supprimées ou bannies. Clairement, voilà. Aujourd'hui, j'ai voulu me pencher sur un sujet qui revient énormément dans les commentaires, celui du wokisme et du mot woke. C'est un mot que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, pour tout vous dire. Je crois que ça fait 1 an. Je le connaissais sans l'utiliser et je n'avais pas compris que c'était une tendance. Parce que je n'étais peut-être pas concerné et sans le savoir, j'en avais conscience, mais le mot m'était inconnu. Donc j'ai fait un peu des recherches pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Dans énormément de commentaires, quand les films Marvel ne performent pas au box-office comme avant, ou quand certains comics ne sont plus lus, eh bien les gens crient, hurlent au wokisme. Moi je suis allé m'intéresser à ce sujet parce que j'ai voulu comprendre le tenant et les aboutissants de tout ça. Beaucoup dénoncent donc ce wokisme dans les comics naissant, il est là, il existe. Beaucoup estiment que c'est la raison des méventes et du fait que les comics Marvel aujourd'hui soient moins intéressants qu'à une époque. Il y a ce fameux adage que vous avez tous entendu, go broke, go woke, go broke. Évidemment, j'ai dit à l'envers, go woke, go broke. Si tu fais du woke, eh bien, tu vas perdre ton argent. Alors, si tu arrêtes de vendre à tes clients ce qu'ils achetaient pour essayer de vendre à des gens qui ne sont pas tes clients quelque chose qu'ils n'achetaient pas, il y a un risque. Ça, c'est la base du commerce. Mais donc, on va étudier tout ça et on va vraiment plonger là-dedans. Alors, c'est quoi le wokisme? C'est un mot anglais, évidemment, woke. Vous avez tous woke, wake, vous connaissez ce mot. Ça veut dire réveiller. La définition, c'est le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale. C'est né aux États-Unis pour défendre les droits des Noirs américains il y a une grosse vingtaine d'années. C'est un mot qui a pris de l'ampleur ces dernières années à travers évidemment l'avènement des réseaux sociaux et du fait que la parole soit beaucoup plus libre. C'est un mot qui est entré dans notre quotidien et notre vocabulaire. En fait, le wokisme, c'est quoi? C'est se rendre compte qu'il y a des inégalités, les dénoncer et essayer de faire en sorte que ça change. Le fait que on a été, et c'est un fait, on a été élevé et conditionné dans une société qui a été bâtie sur les ruines d'un patriarcat qui est en train de disparaître. Vous savez, ce schéma un peu classique qu'on voyait dans les séries comme Ma sorcière bien-aimée, où il y avait l'homme au travail, la femme à la maison qui passait l'aspirateur. Cette image, elle a longtemps, pendant les années 80, heureusement, depuis la chanson de Michel Sardou, femme des années 80, elle a volé en éclats, je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y avait cette image qu'on a très souvent eue. C'était le modèle dans nos sociétés occidentales. Et on est né avec, et donc du coup on avait cette image à travers la télé, à travers les médias, à travers les séries télé. C'est quelque chose qui était reproduit de génération en génération. Le but, il est de mettre, avec entre guillemets ce mouvement wokiste, mettre en avant le fait que dans les médias, à la télé, dans les séries, eh bien, soit très peu représentées des femmes qui travaillent, des femmes indépendantes, des femmes libres, que soit très peu représentées des gens de couleur, des gens issus de minorités, qui ne sont pas forcément des minorités, parce qu'aux États-Unis, les latinos, ce n'est pas plus une minorité, les noirs américains, ça fait une très grande partie de la population, donc appeler ça des minorités alors que c'est une énorme partie de la population, j'ai toujours trouvé ça très très bizarre. En fait, le but était de mettre fin à cette société, et c'est plutôt noble, de cette société qui entretient des inégalités et donc une forme d'injustice finalement. Et puis ce racisme et ce sexisme qu'on trouvait un peu normal dans des blagues qu'on entendait et qui en fait faisaient du mal à des gens, et peut-être qu'on s'en rendait pas compte. En tout cas, les gens qui les faisaient à la télé dans les années 80 et 90 ne s'en rendaient pas compte du tout.
En fait, le but du wokisme, si j'ai bien compris, c'est de mettre le doigt sur le fait que la société, les médias, la télé, le ciné, sont dominés dans la représentation par des héros, souvent blancs, que les gens qui décident n'ont pas envie que ça change, par peur. Alors il y a des mots, j'ai envie de dire des grands mots comme grand remplacement, mais qu'on leur pique leur boulot, quoi, tout simplement, quoi. Je veux dire, on peut aimer des films différents et l'un ne remplace pas l'autre. Il y a de la place, je pense, pour beaucoup de gens et pour tout le monde. Mais il y a cette peur de on va me prendre ma part du gâteau. Mais ça, c'est propre à l'économie de marché et c'est propre au monde libéral qui nous entoure. Les gens qui ont des parts de marché ne veulent pas les perdre. Et si vous êtes actionnaire d'une grosse boîte, eh bien, vous n'avez pas envie que ça change. Voilà. Donc le but initial, c'était de dénoncer, faire bouger les choses. Et j'espère que je le dis bien avec mes mots, pardonnez-moi si j'essaye d'être le plus pédagogue possible, c'est de rendre visibles les invisibles. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt noble. Alors, les majors ont dû s'y mettre. Hein, les gros studios, on parle de Warner, Disney, etc. Un peu contraint et forcé, on a eu clairement le sentiment qu'ils ne voulaient pas y aller, mais qu'ils l'ont fait parce qu'il faut le faire. Ils l'ont fait souvent n'importe comment, ils l'ont fait de façon non réfléchie et de façon brutale. Plutôt que de créer des nouveaux héros, et ils ont remixé des choses qu'ils avaient déjà. En fait, je pense qu'il n'y avait pas de pilote à bord et qu'ils ont pris plein de gens ont pris plein de mauvaises décisions au mauvais moment parce que les choses n'ont pas été pensées en amont et que c'est comme quand vous vous faites prendre la main dans le pot de confiture, et c'est compliqué de dire non, c'est pas moi. Là, on leur a tous mis le doigt dedans, on leur a dit écoutez, vous ne l'avez pas fait et donc donc ils s'y sont mis et voilà, ça a été fait un peu forcé. Il y a eu plus de visibilité et ça c'est un fait. Ça a été un petit peu forcé. Bon, après on n'obtient rien en demandant gentiment, vous le savez. Le problème de tout ça, c'est que tout est politique, vous le savez, en ce bas monde, sauf évidemment ces émissions. Je ne suis que dans le factuel. L'extrême droite américaine s'est emparée de ça, en dénonçant ce wokisme. Genre, c'était mieux avant, nous sommes les républicains américains, nous sommes ces mâles blancs de 60 à 70 ans, ça fait 70 ans qu'on domine, on va pas se faire prendre notre place. En gros, c'était un peu le discours qu'on entendait aux États-Unis. Ces conservateurs, un peu trop conservateurs, et puis sans parler de politique, eh bien, les gens qui étaient passionnés de quelque chose, et vous savez, qui sont virulents sur Internet, et qui prennent beaucoup, qui défendent parce qu'ils ont une passion et qu'on n'y touche pas, et dès qu'on touche à quelque chose, eh bien, ils s'énervent, et donc une partie des geeks, des nerds, et des gens qui ont une opinion ou une voix sur Internet, eh bien, l'ont utilisé. Et donc, ils ont tous crié au wokisme. Et le wokisme est devenu une sorte d'insulte, et c'est devenu une sorte de chose qu'il fallait pas faire, quoi. Donc ils ont tous appelé au boycott, ils ont tous crié au loup. Et en fait, c'est devenu un gros mot. Et puis c'est devenu une sorte de signe de ralliement pour pas dire de point Godwin. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose, quelqu'un a un commentaire, ah mais c'est le wokisme. Donc ok, fin de la conversation, pas d'argumentation. Mais quand on y pense, il est où le mal? Il est où le mal à avoir plus de diversité, plus de visibilité, plus d'inclusion, plus de gens qui seraient représentés. Moi, quand j'étais enfant, il y avait énormément de dessins animés à la télé, et il y en a encore plus aujourd'hui. J'ai toujours regardé tout ça, et je me suis identifié avec plein de gens. Et pourquoi, si vous êtes noir américain, ou si vous êtes d'origine asiatique, ou si vous êtes je ne sais quoi, pourquoi il n'y a pas de héros qui vous ressemblent à la télé? C'est vrai, on peut se poser la question. Et pourquoi n'y aurait-il pas le droit d'y en avoir? Il y en a un petit peu plus, il y en a même beaucoup plus aujourd'hui, et c'est tant mieux, parce qu'en plus, l'industrie du divertissement s'est vachement mondialisée, c'est-à-dire qu'on regarde beaucoup plus facilement aujourd'hui des séries coréennes sur Netflix qu'il y a 10 ans. Donc on peut avoir des héros qui ne sont pas ceux d'hier. Et donc ça, c'est tant mieux. Donc les choses ont évolué dans ce sens-là, et c'est un des bienfaits de la mondialisation, parce qu'il y en a quand même pas mal dans ce marasme. Où est le mal, en fait? Quand les gens dénoncent le wokisme, c'est quoi? C'est des gens qui ne voudraient pas, qu'il n'y ait pas de wokisme, qu'on ne se réveille pas, qu'on reste comme avant. Je pense que
moi je pense que la diversité a évidemment le droit d'exister, j'encourage, surtout qu'il n'y a jamais eu autant de créations qu'en 2023 et dans les années 2000, depuis, voilà, donc on peut créer plein de types de personnages, ça ne dénature pas forcément les œuvres originales, et d'ailleurs, quand on change la couleur de peau d'un héros, on peut prendre l'exemple de la petite sirène, les gens crient au loup, mais enfin, la petite sirène, c'est une sirène, c'est un poisson. C'est pas, je veux dire, on s'en fout de sa couleur, c'est pas parce qu'elle était, elle avait une peau blanche et des cheveux roux dans le dessin animé de Disney qu'elle est tout ça. Les contes de Grimm, c'était des contes oraux qui ont été déformés à toutes les générations, qui ont finalement été écrits et qui ont évolué. Quand Disney a adapté la Blanche-Neige et Cendrillon et tous les grands classiques dans les années 50, 60, ils ont changé des choses. Et bien là, on change des choses aussi. Je pense pas que ça vaut le coup de hurler au loup, vraiment. Moi, je me pose vraiment la question de les gens qui crient au wokisme. J'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir plus de diversité, d'inclusion et surtout de tolérance? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir plus de fraternité? Je veux dire, la petite sirène, elle vous plaît pas, n'allez pas la voir. Il y a plein de gens qui n'y sont pas allés. Moi, je ne suis pas allé parce que ça me parlait pas. J'avais vu le film en 1990. À 47 ans, j'ai pas eu le besoin d'aller voir ce film. J'en ai vu plein d'autres, des films. Moi, j'ai l'impression que le monde tourne un peu à l'envers. On devrait encourager la diversité, l'inclusion, la tolérance et la fraternité. Pas les descendre, mettre un mot dessus, un tampon, et dire que c'est quelque chose de mal. Je comprends pas trop. En fait, aux États-Unis, je prends cet exemple parce que c'est vraiment là-bas que ça claironne. C'est un peu les mêmes trumpistes américains, de droite, conservateurs, républicains pour la plupart, qui disent « Make America Great Again » et qui dénoncent un wokisme. C'est-à-dire qu'ils veulent évidemment que les choses ne changent pas, on l'a compris. Quand ils disent « Make America Great Again », ils disent « C'était mieux avant ». Ils disent « C'était mieux avant ». Et moi je me suis toujours posé la question, mais c'était mieux avant quoi? C'était mieux du temps de l'esclavage? C'était mieux du temps où les femmes n'avaient pas le droit de vote? N'avaient pas le droit de travailler, n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque, n'avaient pas le droit de conduire sans la permission de leur mari. À quel moment c'était mieux avant? À quel moment c'était mieux avant? Je pense que l'histoire nous a prouvé que les choses évoluent, pas toujours dans le bon sens, mais que c'est très très important de faire en sorte que ces choses, que l'histoire corrige certaines erreurs, c'est hyper important. Alors, pour donner l'exemple des Marvel Comics, parce que nous on parle du marché des comics. Certains attribuent le déclin de Marvel Comics, le défaut de créativité, au wokisme, avec ce donc go woke, go broke qu'on entend partout. Ça a un peu, je me suis j'ai un peu regardé dans le rétroviseur pour savoir à partir de quand c'était apparu. C'est apparu à l'époque du All New Marvel, vous vous souvenez, quand Thor, hop c'est là, j'ai mes papiers, hein, j'ai pris des notes, hein. Quand Thor est devenu Jane Foster, magnifique omnibus, quand Miles Morales est arrivé et a pris la place de Peter Parker, quand Miss Marvel a été créée et que, mon Dieu, elle était pakistanaise et musulmane, mon Dieu, que Hulk était coréen, donc tout le monde a dit, ça y est, on nous change tous nos héros, c'est fini, c'est le wokisme, etc. Sauf que Thor, par Jason Aaron, c'est un des meilleurs runs de l'histoire de Thor, on est d'accord. Que Miles Morales, c'est le personnage le plus cool créé depuis 10 ans. 12 ans. C'est absolument génial, Miles Morales. Enfin, ces comics, il y a 2 omnibus qui sont dispo, vous allez vous régaler. Les histoires récentes, elles sont top. Les 2 films, Across the Spider-Verse et Into the Spider-Verse, ils sont tarés. Je veux dire, on a de la chance, et en plus, ce sera le héros du prochain Spider-Man sur PlayStation 5. Donc ça va être un peu cool. Honnêtement, ça a fait naître des choses absolument incroyables. Ça a fait naître des icônes. Alors oui, au début ça dérange. Au début quand on fait des changements, ça dérange. Moi, j'aime pas le changement. En fait, moi j'aime pas le changement, je suis vieux. J'aime pas le changement, mais le changement on s'y fait. Miles Morales, quand il est arrivé, j'ai fait... C'était pas une question de savoir qu'il était mi-latino, mi-noir américain. C'était juste me dire, pourquoi créer un nouveau Spider-Man alors qu'on en a déjà un? Et ma deuxième question, c'était pourquoi ne pas avoir de nouvelles idées? Pourquoi ne pas créer des héros toutes pièces? Bon, ça prendrait du temps à imposer, entre guillemets, et à le rendre viable économiquement sur un comics mensuel si le personnage n'est pas très connu. Il n'y a pas très longtemps, DC Comics avait relancé plein de nouveaux héros. Il y avait Jim Lee qui dessinait, il y avait John Romita, il y avait plein de dessinateurs superstars qui étaient aux manettes. Ça n'a pas pris parce que le marché était tendu, voilà, tout simplement.
moi, quand Marvel fait un Hulk rouge, un Miss Hulk rouge, Miss Hulk, que Wolverine, il a un fils, un père, un frère, ils ont tous des griffes, la Wolverine Family, moi ça m'épuise. Qu'il y ait Superman, Supergirl, le chien crypto, Batman, Batwoman, Batgirl, Nightwing, Batmachin, enfin je veux dire, moi j'aime bien que les héros restent iconiques. Et ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, ça n'a rien à voir avec le genre, c'est juste que de base j'aime ça. Mais on me fait contredire quand je lis Batwoman par J.H. Williams 3, mais c'est fabuleux cette BD. Quand je lis Miles Morales, je me régale. Le Thor, moi je disais pas Thor. Thor, c'est un héros de seconde zone quand j'étais gamin, il a été popularisé grâce au cinéma. Mais ça c'est génial. Enfin du bon Thor. Et peu importe finalement si c'est un homme ou si c'est une femme, c'est un bon comics. Donc le reste, on s'en fout un petit peu. Donc oui, le changement, ça dérange au début. Mais on s'y fait, on s'y fait. Et résultat, on a des héros visibles. Et résultat, on a des héros super cool. Et résultat, d'une idée qui peut paraître mauvaise, en disant on va juste changer le genre, ou la couleur de peau, ou les origines de tel personnage, d'une idée, voilà, lancée comme ça, l'important c'est quoi? C'est le résultat. Un bon comics, bien écrit, bien dessiné, et un bon moment. Et un truc qui reste parce que c'est hérédité, et quand c'est hérédité, comme ça veut dire que c'est devenu culte. Moi, je vais vous donner un exemple. Vous vous souvenez d'Ultimates? Ultimates, ça sort en omnibus la semaine prochaine. Dans Ultimates, on a le personnage de Nick Fury. Le personnage de Nick Fury, c'est un personnage qui existe depuis les années 60 dans les comics Marvel. Ce personnage, il a été, pendant très longtemps, il a été... j'essaie de le trouver, je n'ai pas retenu la page, je viens de le voir, mais je vais le retrouver. Nick Fury, c'est un personnage, vous savez, il a été incarné par David Hasselhoff dans un téléfilm absolument abominable. Il avait un patch, il avait les tempes grises, c'était un mec avec un cigare, c'était un vrai mal alpha comme on aime. Et c'était un personnage qui, voilà, il est là, Nick Fury. C'était un personnage que je trouvais complètement insignifiant. Je trouve que ce personnage n'a pas existé pendant 40 ans. Et Mark Millar a décidé d'en faire évidemment la personne qui rassemble les Avengers, qui crée les Avengers, comme dans le film. Il lui donne les traits de Samuel L. Jackson, alors que les films n'existaient pas encore. Donc il ressemblait à Samuel L. Jackson avant le film. Résultat, le personnage devient cool, le personnage devient essentiel, génial, le personnage devient charismatique. On oublie l'ancien Nick Fury, il n'existe plus. Il est devenu, naturellement, ils ont changé le personnage, il est devenu black américain, et ben on adore, il est fabuleux, c'est un merveilleux exemple de switch, c'est un merveilleux exemple de changement. Et aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir à quoi il ressemblait avant. Aujourd'hui, on aime le Nick Fury de l'époque Ultimate, et qui est maintenant dans l'univers classique. C'est le seul et unique Nick Fury. Et c'est un personnage absolument fascinant, génial. Et même au cinéma, regardez comme il est cool. Bon, à part dans la série Secret Invasion, qui était une perte de temps et d'énergie, et d'argent, mais c'est pas mon argent, donc je m'en fous, qui était une catastrophe industrielle. Clairement, Nick Fury est devenu un personnage iconique. Moi, je voudrais remonter aux origines du problème. Le problème, c'est que nos héros ont été créés dans les années 60, tous ces héros, dont Nick Fury. Si on répète la même histoire, on va répéter les mêmes erreurs. Si on recrée les Avengers à l'identique, si on recrée tel ou tel personnage, eh bien, finalement, on va se retrouver avec la même chose et il n'y aura toujours pas de visibilité. Alors oui, on peut créer des personnages, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, créer un personnage, si on le crée maintenant, Marvel va faire une série en 6 numéros et puis elle va s'arrêter, ils vont essayer de la relancer. Le marché, il est tendu, c'est compliqué de lancer un nouveau héros dans l'arène maintenant. Donc, si on répète la même histoire, on va répéter les mêmes erreurs. Les comics ont toujours été progressistes. Le reprocher maintenant d'être progressiste, donc woke, ça n'a pas de sens. Moi, je pense que les comics, quand Jack Kirby a créé Black Panther, personne n'en voulait. Ah, un héros noir, vous n'y pensez pas, ça va être l'enfer. Quand Chris Claremont a créé Storm, moi je me suis jamais posé la question de sa couleur, elle était juste magnifique, elle était belle, elle avait des pouvoirs de folie, elle contrôlait la météo, elle contrôlait le temps, c'était génial. Épervier dans les X-Men, on avait un Native American dans l'équipe des X-Men. Enfin, rendez-vous compte, c'est complètement cool. Les Nouveaux Mutants, moi j'ai commencé avec les Nouveaux Mutants. Il y avait Solar, Roberto da Costa, il était brésilien. On avait Xian, je crois qu'elle était vietnamienne. Elle était magnifique, je l'adorais. On avait Mirage, une autre héroïne Native American. Eh bien,
putain, c'était trop bien, quoi. Cette diversité, c'était une force, c'était une chance. On avait des équipes internationales. Avant, les X-Men, c'était une équipe de 5 personnes. Et d'ailleurs, ça n'avait pas marché. Ça avait été annulé. Les X-Men ont commencé à marcher quand Chris Claremont est arrivé et qu'il a créé cette équipe multiethnique. Il y avait un Allemand, il y avait un Russe, il y avait un Canadien. Eh ouais, un Canadien, rendez-vous compte. Non, mais on avait des héros du monde entier. Et c'était absolument génial parce que c'était nouveau et ça, eh bien, c'est une force et c'est une chance. Je voudrais terminer avec une réflexion parce que en réfléchissant à tout ça, je me suis rappelé la base et ce qui m'a fait aimer les comics. Les comics ont toujours été le miroir de notre époque. Les X-Men, c'est clairement le combat des années 60 contre la ségrégation. Charles Xavier, c'est Martin Luther King et Magneto, c'est Malcolm X. C'est prouvé par A plus B, on le sait, on le sait. Le virus Legacy qui était apparu dans les années 90, c'était le sida. Il tuait que les mutants, il tuait pas les non-mutants. Dans le film X-Men, le combat des mutants, c'est celui des homosexuels. Bryan Singer est homosexuel et quand il fait dire à Bobby Drake papa, maman, je suis un mutant, eh bien cette phrase c'est papa, maman, je suis homosexuel. C'est une sorte de coming out clairement. Les comics, et notamment les héros Marvel et notamment les X-Men, ont toujours été à la fois progressistes et à la fois en avance sur leur temps, et ont toujours dénoncé toutes ces choses-là. Les X-Men, nous ont appris plusieurs choses, et j'adore les X-Men, ça fait 35 ans que je lis des X-Men. Les X-Men nous ont appris la différence et la tolérance, et ils nous ont surtout appris à ne pas avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Moi je suis un X-Men, clairement, je suis un X-Men, je le sais, au fond de moi. Je pense que le fait que les comics soient aussi progressistes, toujours été, et ça a toujours été leur force, eh bien c'est une chance. Et je pense que ceux qui traitent les comics de woke aujourd'hui ne se rendent pas compte qu'ils l'ont toujours été. Ils l'ont toujours été, les comics, ils ont toujours été woke, et c'est tant mieux. Parce que les comics, ils évoluent. Et c'est bien que ça évolue, parce qu'ils évoluent avec notre société, ils évoluent avec nous, ils nous font comprendre des choses, et ils ouvrent les portes sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues avant. Les comics évoluent et ça les rend meilleurs, ça les rend absolument fabuleux, et ça nous fait découvrir des choses qu'on n'aurait peut-être pas lues. Et à tous ces égards, je ne comprends pas qu'on puisse dénoncer le wokisme, parce que le wokisme c'est un progrès. Le wokisme, ce n'est absolument pas une régression. On ne va pas vous prendre les héros que vous aimez, on ne va pas vous prendre votre maison, on ne va pas vous prendre votre voiture, on ne va pas vous enlever ce que vous avez, on va simplement enrichir, on va faire évoluer et on va raconter des belles histoires. Et donc si, vous savez, des comics, il y en a eu des milliers, ils ne sont pas tous bons, on ne peut pas tous les garder. Et s'ils ne sont pas bons, c'est pas parce qu'ils sont woke. S'ils sont pas bons, c'est parce qu'il y a un défaut d'écriture, que le personnage n'est pas bon, que le scénariste est mauvais et que le dessinateur devrait mieux tailler ses crayons. Voilà, ce n'est pas une question de genre, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'orientation sexuelle, c'est simplement une bonne histoire, c'est une bonne histoire. La meilleure preuve, je terminerai là-dessus, Brian Michael Bendis a, tout au long de sa carrière chez Marvel, pris des personnages de seconde zone. Quand je dis seconde zone, c'est pas péjoratif, c'est juste des personnages qui n'avaient pas leur série régulière ou qui n'ont jamais été au top des ventes ou au top des médias, au top du cinéma comme peuvent l'être les X-Men ou Spider-Man ou les Avengers. Non, je vous parle de héros, donc les héros type Power Man, les héros comme donc Luke Cage, comme Iron Fist, et tous ces personnages-là, il les a écrits. Et en fait, Bendis, il a réussi à nous passionner avec des personnages qui n'avaient soit aucun background, comme Alias, soit des personnages qui étaient un peu mis sur le côté chez Marvel, comme Luke Cage. Et bien, quand le scénariste est bon et quand l'histoire est bonne, et ben, ça fait des choses merveilleuses. Et on s'en fout de savoir d'où vient la personne, qui il est, et il peut nous rendre intéressants des personnages qui, à la base, étaient des éléments de décor, j'ai envie de dire. Et ça, c'est la force des grands talents. Donc le reste, ça importe peu. Donc voilà, soyez tolérants, soyez ouverts. Les X-Men nous ont appris à être tolérants. Les X-Men nous ont appris que la différence était une force et une chance. Et je pense que si vous pensez que les comics sont woke, moi je vous réponds qu'ils l'ont toujours été. Et que c'est une formidable nouvelle. Merci à vous et j'attends vos commentaires. Salut!